Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette soirée des mercredis de l'UCHF. Cette semaine, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Bojana Kandic-Panic. Si je prononce mal, vous me corrigez, hein, Très bien. qui est son Excellence ambassadeur de Bosnie-Herzégovine en France. On s'est rencontrés récemment et j'avoue qu'elle m'a appris énormément de choses. Et je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir le partager avec vous. C'est pourquoi nous avons convenu de ce rendez-vous et de cette rencontre. Ces rencontres ont lieu à peu près tous les mois. Ce mois-ci va être un peu plus rude puisque je crois que c'est à peu près tous les 15 jours. Et elles rassemblent les consuls honoraires en France. Et cette réunion, nous l'amenons dans un certain nombre de cas en lien avec la Maison de l'Europe et avec Confrontation Europe, et donc qui va co-animer. L'association est représentée par Brieux Calouette, qui remplace Michel Derdevet et qui va co-animer cette rencontre avec nous. Brieux, je vous laisse la parole quelques minutes et puis ensuite on vous laisse la parole à Madame l'ambassadeur. Merci beaucoup, Anne-Marie, pour cette présentation et pour cette introduction. Je me sens également honoré d'accueillir Son Excellence pour confrontation, de co-organiser cette réunion, ce webinaire. Euh, Confrontation Europe est un laboratoire d'idées, une association en fait qui promeut un certain nombre d'idées au niveau européen, fondée en 1992 par Philippe Herzog et Michel Rocard, pour véritablement confronter les idées au niveau européen entre société civile, industrie et acteurs européens, donc les institutions. Et c'est dans ce cadre également que voilà, nous sommes honorés d'avoir une perspective aussi sur les relations de la Bosnie-Herzégovine avec l'Europe et la perspective de l'intégration. Mais voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Anne-Marie pour poursuivre et à vous-même Ben, pour introduire. on va vous laisser la parole à vous, Madame l'ambassadeur, Parfait. pour à la fois nous présenter votre pays et ensuite nous dire quels sont les enjeux aujourd'hui dans le cadre européen et au-delà. La parole est à Merci vous. très bien, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. C'est avec une grande joie et un profond honneur que moi je participe à cette conférence virtuelle consacrée à la compréhension de la politique actuelle de la Bosnie-Herzégovine et au processus de son adhésion à l'Union européenne. Euh, Bien que peut-être cette réunion est à distance, l'importance et la pertinence de notre discussion, j'espère que vont pas être diminuées. Et au contraire, j'espère que nous allons aussi avoir la possibilité de discuter aux sujets qui sont très importants pour moi aussi. Je vous remercie à vous surtout d'attirer votre attention sur le thème lequel nous avons déjà dit et à votre attention que vous portez sur le Bosnie-Herzégovine. Pour moi, personnellement, je veux dire que c'est une grande honneur de représenter ma pays en France et aussi je toujours accepte avec grande joie chaque possibilité de parler de ma pays, de le rapprocher aux citoyens français et de le mieux comprendre. Souvent dans le passé et ici en France, même quand je mentionne et quand quelqu'un mentionne la Bosnie-Herzégovine, c'est lié avec les conflits, mais malheureusement, moi, j'essaie de l'autre côté de montrer une autre Bosnie-Herzégovine et de donner une image d'un pays d'opportunités et de différentes possibilités. La Bosnie-Herzégovine, avec son histoire riche et complexe, se trouve à un moment charnière de son développement politique et économique. Depuis la fin du conflit des années 1990, le pays a entrepris un voyage difficile, mais essentiel vers la stabilité, la réconciliation et la prospérité. Ce chemin est jalonné de défis significatifs, mais il est également rempli d'opportunités. La Bosnie-Herzégovine, pour ceux qui ne savent pas, c'est un pays du sud-est de l'Europe, sur la péninsule balkanique. C'est un pays majoritairement montagneux avec des rivières, avec des lacs formidables, avec la nature préservée. Il couvre une surface de plus de 50 000 kilomètres carrés.
Et aussi, elle est entourée par la Croatie, par le Monténégro, par la Serbie. Nous avons aussi une petite sortie à la mer Adriatique vers 21 kilomètres. On s'ouvre sur la mer Adriatique. La capitale de Bosnie-Herzégovine est Sarajevo et la population est vers 3,3 millions d'habitants en Bosnie-Herzégovine. Quand il s'agit de la politique de Bosnie-Herzégovine, il est très important au début de dire que la Bosnie-Herzégovine a été créée par l'accord de Dayton qui était signé ici à Paris en 1995. Et cet accord n'a pas seulement assuré la paix en Bosnie-Herzégovine, mais a également établi un ordre constitutionnel de partage de pouvoir pour garantir la stabilité et la gouvernance démocratique dans un pays composé de 3 peuples constitutifs qui sont aussi profondément divisés. Donc, les Bosniaques en majorité musulmans, les Serbes chrétiens en majorité orthodoxe et les Croates en majorité catholique romaine. Et la constitution de la Bosnie-Herzégovine, qui est au cœur du compromis de Dayton, prévoit un système décentralisé qui donne à chacun de ces peuples constitutifs de la Bosnie-Herzégovine l'assurance qu'il ne tombera pas sous la domination d'autres peuples. Pour ce faire, la Constitution attribue la plupart des compétences gouvernementales aux 2 entités qui composent la Bosnie-Herzégovine. Donc, ce sont 2 entités en Bosnie-Herzégovine, la République serbe et la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui ont beaucoup d'autonomie, qui gèrent tout le fonctionnement de toute la vie quotidienne, donc l'économie, l'éducation, tout ce que vous pouvez imaginer d'avoir. Donc, tout ça est gouverné au niveau des entités, au niveau du gouvernement des entités. Le Conseil des ministres et la présidence de Bosnie-Herzégovine, qui est au niveau de l'État, sont là juste pour assurer un fonctionnement des entités et de représenter le pays quand il s'agit de relations internationales. Donc, moi, personnellement, comme je suis l'ambassadeur, ma collaboration avec le ministère des Affaires étrangères est plutôt au niveau technique de fonctionnement parce que la politique étrangère est gérée surtout et seulement par la présidence. La présidence de Bosnie-Herzégovine est constituée de 3 membres qui représentent 3 peuples constitutifs, donc membres serbes, membres croates et membres bosniaques. Le membre serbe est choisi par le peuple en République serbe et les membres croates et bosniaques sont choisis dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Les ambassadeurs sont aussi nommés par les membres de présidence et surtout ici en France, comme la France est une membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Ici, nous avons une rotation des ambassadeurs. Une fois quand mon mandat finit, comme je viens du peuple serbe de Bosnie-Herzégovine, c'est un Croate comme ambassadeur qui va représenter la Bosnie-Herzégovine. Après lui, c'est un Bosniaque. Donc, il y a une rotation même au niveau des ambassades. Et dans certains pays, bien sûr, il y a des ambassadeurs qui sont toujours d'un peuple. Donc, nous avons partagé, par exemple, en Espagne, c'est toujours un Croate qui est ambassadeur, en Grèce, c'est un Serbe. Dans les autres pays, il y a, surtout dans les pays arabes, ce sont plutôt les Bosniaques qui sont ambassadeurs. Donc, il y a un partage de cela aussi. Excusez-moi, comme je parle par téléphone, j'avais eu un appel. Voilà, donc ces structures et mécanismes de constitution sont essentiels à la stabilité de la Bosnie-Herzégovine car les politiques gouvernementales et les visions du monde qui prédominent parmi les 3 peuples constitutifs varient considérablement. Donc, nous avons souvent des idées qui ne sont pas très liées. Donc, il est donc très pour les Serbes, pour les Croates, comme de Bosnie-Herzégovine et comme pour les Bosniaques, très important d'avoir tous les éléments de partage de pouvoir et de la Constitution. Nous avions eu dans notre passé très souvent
des demandes de Commission européenne et de communauté internationale d'essayer de centraliser notre pays, ce qui a provoqué des tensions et des problèmes. Surtout la partie politique, les Bosniaques de la Bosnie-Herzégovine ont été toujours pour la centralisation du pays, comme ils sont un peu plus dominants comme le peuple, mais pour les Serbes et les Croates, ce n'est pas acceptable d'éliminer cette partage de pouvoir quand il s'agit de la gouvernance de la pays. Aussi, ce que je veux dire aussi, j'aimerais bien un peu parler sur le sujet de adhésion à l'Union européenne. Voilà, donc les efforts de la Bosnie-Herzégovine en faveur de l'adhésion à l'Union européenne et la mise en œuvre de réformes nécessaires pour y parvenir sont vraiment surtout concentrés sur les 14 priorités qu'on doit remplir. Et donc, c'est une des priorités internationales dans laquelle tous les trois peuples constitutifs sont d'accord, parce que ce n'est pas très souvent qu'on est d'accord. Donc, c'est considéré comme l'un des objectifs politiques les plus importants de la Bosnie. Nous avons officiellement demandé l'adhésion à l'Union européenne le 15 février 2016, après des années de réformes constitutionnelles et d'implication dans l'accord de Dayton. Mais maintenant, nous sommes reconnus comme le pays candidat et nous sommes ouverts les négociations avec la Commission européenne. Mais quand même, nous pouvons aussi voir que cet objectif se heurte à de nombreux problèmes, principalement politiques. La question de l'adhésion à l'Union européenne reste un objectif unique que tous les peuples de Bosnie-Herzégovine acceptent et le sont conscients, mais aussi c'est considéré comme l'unique issue à la situation, c'est-à-dire comme la seule voie vers le progrès et le développement des pays. Mais aussi, je peux voir et on peut constater qu'après des années d'essais d'y adhérer, l'eurosceptisme aussi apparaît sur la scène comme après des essais et de toutes ces revendications qu'on a essayé de répondre, après tout ça, on voit que cette adhésion à l'Union européenne n'est pas tellement possible à nous et on ne voit pas quand ça pouvait être mis en place. La position géopolitique de la Bosnie-Herzégovine est telle qu'elle a toujours été au centre de l'influence des grandes puissances. La présence de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine est très forte, aussi bien sur le plan culturel qu'économique, mais la présence d'autres pays du monde et des centres d'influence mondiaux tels la Chine, la Turquie, les États-Unis, ainsi que de certains pays arabes est également visible. Et étant donné que la Bosnie-Herzégovine ne fait pas partie de l'Union européenne, de nombreux projets sont financés de la part des pays lesquels j'ai mentionnés. Et on peut supposer qu'à l'avenir, l'influence politique de ces pays va croître proportionnellement à leur présence économique, phénomène également indéfiable dans les autres pays de la région. À la suite des divers paramètres économiques, il est évident que l'influence de la Turquie est bien trop importante aussi. Ceci peut également contribuer à réduire davantage la crédibilité de l'Union européenne, d'autant plus crise les événements à l'échelle globale et la création de nouveaux centres de pouvoir. Aussi, il ne faut pas négliger non plus le renforcement de certaines autres alliances telles comme le BRICS, par exemple. Donc, aujourd'hui, la région des Balkans occidentaux fait office d'un projet dans lequel trop d'efforts et d'énergie ont été investis, en obtenu peu de résultats. On se pose la question pourquoi les pays des Balkans occidentaux n'ont-ils pas un avenir clair en matière d'adhésion à l'Union européenne, malgré leur engagement et malgré leur orientation politique déclarative de l'Union européenne sur la région. C'est sûr que peut-être quelqu'un va dire que l'Union européenne a des demandes, a certaines choses qu'on doit remplir avant d'y adhérer, mais de l'autre côté, on voit que dans les autres exemples de notre région
je ne vais pas nommer des autres pays, mais certains sont déjà à l'Union européenne, qui n'ont été pas plus développés que la Bosnie-Herzégovine est aujourd'hui. Ils ont déjà adhéré à l'Union européenne, d'autres avancent plus vite. Donc, on voit que l'Union européenne, en certains cas, est une question politique. De cette manière-là, on n'est pas certaine comment va aller notre avenir là-bas, mais on espère vraiment que notre adhésion va aller plus vite. Ce que je puis dire, dans les dernières rencontres bilatérales entre les représentants entre le président Macron et 3 membres de présidence qui se sont rencontrés en mois de novembre ici à Paris, et après certaines autres rencontres avec les institutions non français, c'est sûr que la France soutient ouvertement cette adhésion de Bosnie-Herzégovine parce qu'ils savent que seulement si les pays des Balkans sont adhérés à l'Union européenne, nous allons avoir la stabilité dans ces régions sans influence des autres pays du monde. Mais quand même, il n'y a pas tellement de volonté, je dirais, de le faire vraiment. Donc, je dirais que les États des Balkans, parmi lesquels la Bosnie-Herzégovine aussi, appartiennent à l'Europe aussi bien du point de vue géographique qu'il est tout à fait naturel qu'ils cherchent à nouer des alliances avec les pays de l'Union européenne. L'expérience montre que les projets réalisés à l'échelle locale et à l'échelle d'entités sont mis en œuvre avec succès et à la différence des projets qui émanent de l'État de Bosnie-Herzégovine ou des institutions communautaires. Moi, j'ai plein des exemples où tous les projets, ainsi que celles qui sont au niveau des niveaux des institutions communautaires, ceci prouve bien que la poursuite du processus de centraliser le pays serait néfaste au fonctionnement global de l'État et pouvait détruire du développement et de la croissance du niveau de vie des citoyens. Un plus grand respect à l'égard de la spécificité de l'État de Bosnie-Herzégovine et de ce peuple constitutif de la part de l'Union européenne est primordial dans le cadre de processus d'intégration européenne, ainsi que de celle-ci de la Constitution. Et en fait, c'est une condition sine qua non pour que, à long terme, il aboutisse et ce de façon efficace. Je dirais aussi que plus de 20 ans, 26 ans après la mise en œuvre de l'accord de Dayton, il est à fin terme de permettre à Bosnie-Herzégovine de vivre et de fonctionner de manière indépendante en mettant fin à l'interventionnisme et à l'imposition internationale. L'ordre constitutionnel aussi en Bosnie-Herzégovine, dans lequel l'existence et l'égalité de 2 entités et de 3 peuples constitutifs sont la condition primordiale de sa survie et la base pour préserver la paix et permettre le progrès dans la Bosnie-Herzégovine. Les groupes politiques, le public démocratique et tous ses représentants en Bosnie-Herzégovine doivent se consacrer au progrès de leur communauté, de tourner la tête ingénérance étrangère et de se concentrer sur le vrai problème du pays, de sa population. Je dirais aussi que je trouve que le peuple de Bosnie-Herzégovine, n'importe de quel groupe ethnique il appartienne, il trouverait plus facilement les solutions qu'avec tout cet interventionnisme international. Je n'ai pas mentionné ce qui est très important, qu'encore en Bosnie-Herzégovine existe ce bureau de haut représentant de OHR qui n'a été dernièrement nommé par le Conseil de sécurité, ce qui est une condition nécessaire pour avoir la légitimité de fonctionnement de haut représentant, mais malgré ça, il est encore en Bosnie-Herzégovine, il impose des lois, il se comporte comme quelqu'un qui est manager de la pays, qui a la possibilité de donner les lois au lieu de institutions et de parlement de Bosnie-Herzégovine.
voilà, donc pour les jeunes, surtout dans la Bosnie-Herzégovine, c'est très important de voir sa pays d'être indépendante. Donc, je dirais que la Bosnie-Herzégovine n'est pas encore un pays indépendant et que nous sommes comme une colonie, même aujourd'hui. Donc, euh, ça, c'est aussi un des problèmes qui est très important pour nous. Évidemment, l'Union européenne a demandé avant de adhérer à l'Union européenne, qui est très important de éliminer, donc de cesser le fonctionnement de ce bureau de haute représentante en Bosnie-Herzégovine, mais évidemment, il n'y a pas de volonté de certains partis politiques ou des centres de pouvoir préfèrent garder cette bureau pour avoir plus d'influence dans le pays et pouvoir de gérer les choses dans la manière dans laquelle ils veulent. Donc, la situation politique en Bosnie-Herzégovine est assez complexe, avec beaucoup de tensions, souvent au niveau du pays central, surtout des institutions centrales. Au niveau de la vie quotidienne et au niveau local, je dirais que ça fonctionne très, très bien et qu'il y a beaucoup d'avancements, que nous avons vraiment réformé beaucoup de choses au niveau des différents secteurs, quand on parle de enseignement, d'éducation, d'écologie. Toutes nos lois sont ajustées, adaptées aux acquis communautaires de l'Union européenne. Les investissements ne cessent pas d'accroître, donc, et aussi le nombre des employés aussi se développe et augmente. Donc, dans tous les niveaux de la vie économique, de la vie de développement de tourisme, donc toutes ces choses se développent assez bien. Seulement, nous avons un problème qui est très présent, ce sont des tensions politiques au niveau de l'État central de la pays. J'espère que ça va se régler et que ça va être mieux dans la future, mais avec différentes influences extérieures, je dirais, on ne cesse pas d'avoir des problèmes dans le pays. Donc, nous, comme le peuple de Bosnie, on est habitué de vivre ensemble. Aujourd'hui, j'ai accueilli ici à l'ambassade de Bosnie-Herzégovine 8 étudiants de faculté de sciences politiques de Sarajevo qui étaient ici en visite et ils ont participé dans une conférence à Paris. Donc, dans tous les domaines, on peut collaborer et on se trouve vraiment très bien et on aime bien accueillir. On parle la même langue, vraiment, cette implication des facteurs étrangers dans le fonctionnement de l'État. Pour nous, le peuple qui vit en Bosnie-Herzégovine, il reste l'espoir qu'une perspective européenne plus active permettrait de surmonter toutes ces divisions internes qui déchirent ce pays. Dans les années à venir, la crédibilité et l'autorité internationale de l'Union européenne dépendront principalement de la manière dont elle Ça, ça frise un petit peu. Ah, j'ai un petit problème de son. Oui, oui, moi aussi. On lui fait un message pour qu'elle nous rappelle ou qu'elle elle est toujours branchée? Enfin, si, Oui, vous Ah, m'entendez maintenant? oui, oui, on a eu un petit problème de son. Ça y est, on vous a Ça retrouvé. C'est va? parfait. C'est parfait. Super. Donc, Merci. c'est sûr que la stabilité de la région du Balkan occidental est fondamentalement liée à la stabilité de l'Union européenne et notre crédibilité en tant que facteur international dépend dans une large mesure du succès de l'Union européenne dans les Balkans. C'est sûr, et donc j'aimerais bien finir ici mon première partie de ce que je voulais dire. Donc, ça, c'est surtout de répondre sur le sujet de cette conférence. Et peut-être après, j'aimerais bien aussi répondre à toutes vos questions si vous avez. Mais écoutez, un grand merci pour cette présentation qui nous a éclairés et qui a permis de mieux comprendre. Alors, évidemment, ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Vous avez abordé la partie économique et la partie d'adhésion à l'Union européenne.
Est-ce que vous développez des relations? Alors, je pose la première question, mais les autres suivent, hein. Vous levez vous mettez, soit vous mettez les questions dans le chat, soit vous levez la main pour les poser. Donc, je disais que au niveau on parlait de l'adhésion à l'Union européenne qui est longue et qui est un processus compliqué. Est-ce que, entre-temps, comme d'autres pays, vous développez tous les accords bilatéraux et avec quelles régions du monde, d'Europe et d'ailleurs, vous développez ces accords bilatéraux? Et oui, bien sûr, il y a beaucoup d'accords bilatéraux, surtout avec les pays régionaux, avec la Serbie, surtout la République serbe de Bosnie-Herzégovine a des relations spéciales avec la Serbie où il n'y a pas de différence quand on veut aller faire l'éducation dans n'importe quelle ville de la Serbie. Aussi, quand il s'agit des échanges économiques, ils sont les plus développés entre les pays voisins, surtout dans les pays de l'ex-Yougoslavie, donc dans tous les pays de Croatie. Macédoine du Nord, Slovénie. Aussi, la présence de pays comme l'Autriche et l'Allemagne est très visible. D'Italie, par exemple, ils sont très présents dans la région avec aussi ces chambres de commerce, beaucoup d'investissements dans le secteur privé, dans la production surtout. Donc, ça, on a vraiment très développé. La Chine est aussi présente quand il s'agit des projets d'infrastructure, aussi de énergie de l'autre côté. Ça dépend aussi, par exemple, la partie de Bosnie-Herzégovine autour de Sarajevo, donc Fédération de Bosnie-Herzégovine, a beaucoup plus d'investissements turcs ou arabes, de pays arabes. Ça dépend dans quel secteur. Ce sont quelquefois les secteurs de tourisme ou de hôtelier, mais aussi dans les autres secteurs, évidemment. Voilà, donc la Chine, comme j'ai dit, on a développé des relations, ils sont très présents dans tous les pays des Balkans occidentaux, pas seulement en Bosnie-Herzégovine, mais évidemment avec les autres aussi. Nous n'avons pas encore signé l'accord avec AFD, par exemple, avec l'Agence française de développement. J'espère que ça va être signé pendant mon mandat parce que ça va vraiment donner une possibilité pour les échanges beaucoup plus développés entre la France et aussi la Bosnie-Herzégovine, surtout quand il s'agit des secteurs privés. Ok. Des questions où je continue? Brieux, vous pouvez prendre le relais aussi, hein, bien sûr. On a parlé économie, j'ai envie de parler aussi défense. La création de l'État s'est faite à l'issue d'un conflit. Donc j'imagine que les questions de défense, elles sont forcément, et puis l'environnement géopolitique actuel, les questions de défense sont forcément dans tous les esprits. Là aussi, quels sont vos partenariats? Comment ça fonctionne? Quand il s'agit de la défense, là, la Bosnie-Herzégovine est beaucoup. En fait, nous n'avons pas une militaire armée de Bosnie-Herzégovine. En fait, elle est formée par tous les trois peuples. C'est une armée donc, qui a seulement peut-être, je pense, 9000 militants, ou comment ça se dit, je Voilà. pense. Oui, voilà, donc dans ce cas-là, nous collaborons avec tous. Nous sommes tournés aussi vers l'OTAN dans une manière, mais sans la volonté d'y adhérer complètement. Donc, l'OTAN est présent de la Bosnie-Herzégovine, mais pas dans la manière dans laquelle nous désirons y adhérer. Nous avons des relations très, très élevées avec beaucoup de pays. Ici, en France, par exemple, il y a quelques officiers de l'armée de Bosnie-Herzégovine qui sont à l'éducation ici à l'école militaire. Donc, je suppose que la situation est semblable avec les autres pays européens. Il y a une question de Pia. Tu peux prendre Pia, consul honoraire de Suède à Nantes. Pia, tu peux y aller? Bonjour, bonjour Madame l'ambassadeur. Est-ce Bonjour. que, bonjour, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur le fonctionnement de l'OHR? Vu d'ici, ça semble très compliqué. Oui, oui. Après l'accord de Dayton, il était prévu de former un bureau de OHR, mais avec le temps,
fonctionnement de cet bureau a été beaucoup plus donner beaucoup plus de compétences qu'au début. Donc, cet autre représentant qui mène cet bureau de OHR, lui, il obtient des compétences de aussi donner des lois en Bosnie-Herzégovine qui n'étaient pas prévues par l'accord de Dayton, et c'est pourquoi surtout le peuple de parti serbe de la Bosnie-Herzégovine n'accepte pas ces lois adoptées, données par le haut représentant. Donc, on veut seulement que tous les sujets de fonctionnement de la pays soient discutés au Parlement de Bosnie-Herzégovine et donnés par les représentants qui sont choisis dans la manière légale par les élections démocratiques. Et pas de donner une telle importance à un homme qui se prend pour la volonté de changer les lois ou de donner des amendements ou des choses semblables. Autant plus que la dernière, comme l'autre représentant par l'accord de Dayton, ça a été prévu qu'il soit approuvé et adopté par en fait, par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ici, il n'a été pas confirmé par le Conseil de sécurité de la dernière, donc Christian Schmidt, qui est un Allemand, et donc son légitimité n'a été pas confirmée. Mais malgré ça, il a continué de fonctionner en Bosnie-Herzégovine. Donc, ça aussi donne des situations plus difficiles, surtout pour les Serbes, par exemple, qui ont souffert beaucoup pendant la Deuxième Guerre mondiale. On était les victimes vraiment de nazisme. Et pendant ces périodes-là, beaucoup de champs de concentration ont été formés en Bosnie-Herzégovine, en Yougoslavie, dans la Croatie surtout, qui ont été consacrés seulement pour les Serbes et les Juifs. Voilà, et après, nous avons de nouveau un élément qui vient et qui dirige comment le pays va fonctionner. Donc, ça vraiment donne un mauvais sentiment au peuple. Et c'est normal pour nous d'essayer de nous défendre et de lutter pour la liberté d'avoir les représentants légaux de pays et d'avoir les représentants de pays qui vont vraiment avoir son rôle et de ne être pas cessés ou de changer par quelqu'un d'ailleurs. Demain levé, Brieux Alouette et Bertrand Tiper, on commence par Brieux, allez-y. Bien. Merci beaucoup, Anne-Marie. Alors, j'avais une première question relative aux négociations d'adhésion à l'Union européenne, qui ont commencé, il me semble, en mars dernier, début du mois de mars dernier. Oui. Quand on voit en fait le processus dans les pays voisins, en particulier dans Monténégro qui a entamé ces négociations il y a plus de 10 ans, on observe qu'il y a une certaine comment dire, lenteur dans les négociations. Il n'y a que 2 chapitres qui, il me semble, ont été clos, si ce n'est même peut-être qu'un. Comment voilà, entrevoyez-vous la progression des négociations donc, qui viennent juste de s'ouvrir d'adhésion de la Bosnie dans l'Union européenne et comment faire au niveau de la Bosnie-Herzégovine pour accélérer ce processus, pour faire en sorte que ce processus en fait, aille plus rapidement qu'il ne l'est actuellement avec les voisins, et ce dans le cadre réformé des négociations d'adhésion qui existent depuis lors. Merci pour votre question. J'ai déjà mentionné que, bien sûr, que c'était une signe positive pour la Bosnie-Herzégovine d'ouvrir les négociations avec nous, mais il faut aussi avoir à l'esprit le contexte géopolitique global qui a en fait influencé que cette décision soit prise par la Commission européenne. Il ne pouvait pas avancer plus avec l'Ukraine ou Moldavie, et peut-être c'est ce qui a influencé le plus, mais bon, il faut profiter de la situation et de prendre le meilleur de la situation. Je ne peux pas dire que les pays des Balkans, donc j'ai mentionné que nous avons fait des efforts, mais de l'autre côté, c'est un processus qui est très, très lent et qui
vraiment donne l'esprit que ça va jamais se finir et que on parle de l'adhésion européenne. Pour moi, je trouve, comme je suis un économiste, je trouve que pour nous, c'est important d'avoir des réformes, de continuer d'être dans ce processus, d'améliorer la situation pour nos citoyens. Le fait qu'on est dans l'Union européenne ou nous n'sommes pas à l'Union européenne n'est pas crucial. Mais bien sûr que ça donne beaucoup de possibilités aux nos citoyens de avoir cette liberté de voyager et de travailler dans l'Union européenne entière. On sait ça maintenant quand on compare par exemple la Croatie avec nous comme quelqu'un qui est un peu ignoré en fait, parce que si vous voyez qu'en Croatie ou en Bosnie-Herzégovine, on parle la même langue, ou en Serbie aussi, mais si vous venez, vous êtes un étudiant qui a un passeport croate, et vous vivez en Bosnie-Herzégovine parce que beaucoup de populations croates en Bosnie-Herzégovine ont un passeport croate, vous pouvez aller à l'Union européenne, travailler ou étudier sans problème. Mais si vous avez un passeport de Bosnie-Herzégovine ou de la Serbie, vous pouvez rien presque faire à l'Union européenne. Donc, ça, c'est une discrimination, je dirais aussi, même si nous avons de mêmes conditions de l'éducation ou de travail, comme par exemple de la Croatie, je le compare parce que vraiment, on a beaucoup de similitudes de cette manière-là. Je sais qu'au début de cette année aussi, notre gouvernement, notre conseil de ministres de Bosnie-Herzégovine, ils ont fait beaucoup d'efforts d'adopter certaines lois et de vraiment montrer notre bonne volonté d'accélérer notre processus à l'adhésion à l'Union européenne. Nous avons obtenu comme la prix cet ouvertement de négociation, mais je ne peux pas garantir comment ça va aller dans la future. Je ne suis pas trop optimiste, j'essaie d'être réaliste dans cette question-là, parce qu'après des années d'attente, on ne peut pas savoir comment ça va se dérouler à l'Union européenne maintenant. Bien sûr que la situation géopolitique, elle peut changer beaucoup la dynamique de l'adhésion à l'Union européenne, mais quand même, il faut savoir que nous avons beaucoup de problèmes internes qui n'ont pas encore été complètement résolus. Et voilà, j'espère que nous pouvons seulement espérer avoir cet espoir d'avoir cette adhésion plus vite que ça a été jusqu'à maintenant. Bon, on est lituanien, on sait que ça a été très très long aussi, donc on vous souhaite tout le courage nécessaire pour rejoindre la famille européenne. Il y avait une question de Bertrand Thibert et puis ensuite Roselyne. Oui, Madame Bertrand. l'ambassadeur, justement pour revenir sur cette coopération régionale, un des leviers de l'adhésion, des critères d'adhésion à l'Union européenne, comme justement les pays voisins, Serbie et Monténégro principalement, c'était la coopération régionale. Or, il est quand même inquiétant qu'elle soit un petit peu à l'arrêt. Il n'y a plus de chapitre du CEFTA, l'accord de libre-échange centre-européen. On en a parlé il y a quelques semaines avec votre collègue votre homologue, Madame Kalogarou, votre homologue de Moldavie, puisque le CEFTA fait partie, la Moldavie fait partie également du CEFTA. Il y avait également le processus de Berlin. Et puis, il y avait cette initiative Open Balkan, mais dans laquelle la Bosnie n'a pas été incluse et qui est plutôt, je dirais, par certaines voix discordantes, décriée du fait que ce serait une sorte d'accord de libre-échange régional, certes, mais qui serait un moyen peut-être de faire trop patienter les citoyens et les marchandises dans la circulation du marché commun européen. Et puis j'ajouterais un autre fait qui, moi, m'inquiète, c'est l'exode, notamment des jeunes qui quittent massivement, malheureusement, le pays pour aller travailler en Allemagne, en Autriche, enfin en Suisse et dans les autres pays plus industrialisés dans lesquels le taux de chômage est un petit peu moindre. Quels sont en fait les leviers contemporains aujourd'hui que le gouvernement bosnien peut mettre en œuvre justement pour relancer la coopération régionale tout en conservant les forces vives de cette nation? Autre Merci question. beaucoup.
Merci, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Si je rate quelque chose, vous pouvez de nouveau rappeler de le faire. Bon, la coopération régionale, c'est bien sûr très important entre l'Union européenne et Bosnie-Herzégovine. C'est un aspect crucial de l'intégration européenne et de la stabilisation des Balkans occidentaux en général. Je trouve que la stabilité régionale, c'est vraiment d'encourager les réformes nécessaires à l'adhésion, comme j'ai déjà dit, de Bosnie-Herzégovine à l'Union européenne. Moi, personnellement, et la partie serbe de Bosnie-Herzégovine était très en faveur de ce projet de Open Balkan parce que ça donnait beaucoup plus de possibilités d'accélérer et d'augmenter les échanges qui sont déjà là. Je dirais aussi que quand on parle de la vie quotidienne du peuple de tous les pays qui sont sortis de la Yougoslavie, je dirais que les frontières qui existent entre les pays sont peut-être dans une manière artificielle parce que les peuples sont habitués de vivre ensemble. Il y a des liens qui sont familiales, amicales ou des différents liens économiques, des échanges vraiment très, très élevés entre tous les pays. Pour moi, ce serait vraiment normal d'avoir aussi cette programme Open Balkan qui pouvait vraiment encore plus vraiment améliorer les relations entre les échanges économiques entre les pays et aussi dans les autres domaines. Mais malheureusement, il n'y avait pas suffisamment de compréhension des autres pays ou des autres, dans notre cas, dans Bosnie-Herzégovine, de deux autres peuples constitutifs. Et voilà, donc c'est pourquoi la Bosnie n'a pas fait partie de ce programme, de ce processus. Est-ce que vous pouvez me rappeler qu'est-ce que était la prochaine question? C'était sûr. Après Il y ça, avait- c'était vous sur avez... enfin, moi, à la rigueur, ça, c'est plutôt des détails techniques, mais je vous dis, moi, ce qui me chagrine, et c'est pas que pour la Bosnie-Herzégovine, hein, tous les pays de la région, Ah oui, heureusement, beaucoup de gens vous avez mentionné. exactement. Bon, moi, c'est franchement la partie qui m'inquiète le plus, puisque après, on peut les faire revenir, hein. C'est arrivé, comme l'a dit Anne-Marie, d'autres pays d'Europe de l'Est et centrale sont passés par là, et ensuite, il y a eu un mouvement de reflux inverse. Mais il serait dommage que le pays, au moment crucial où il en a le plus besoin pour se construire et construire et pacifier toutes ses relations, ne puisse pas compter sur sa jeunesse qui soit partie travailler et construire des vies à l'étranger. Oui, ça c'est vraiment triste. La raison pour laquelle les jeunes partent, c'est pas seulement l'économie, c'est aussi la manière de vivre. Ah, petit problème de Ou son. Bande des passante. autres possibilités qu'ils trouvent qu'ils ont beaucoup plus dans les et pas en Bosnie-Herzégovine. Ça, c'est vraiment qu'il y a aussi. Est-ce que vous avez mon son? Oui, Vous m'écoutez c'est ou... revenu. On a eu une Oui, oui, interruption, mais ça va. c'est bon, Euh, oui. c'est bon, on vous entend. Vous nous Euh, entendez? oui, oui, je vous attends, mais je regarde les questions. J'avais pas noté avant que je puisse aussi regarder la chat de réunion, mais bon. Je voulais dire Euh, alors, ne vous inquiétez pas. Oui, donc je voulais dire que vraiment c'est une apparition qui est présente malheureusement dans tous les pays des Balkans occidentaux et de l'Europe de l'Est, ces fluctuations et ces migrations de jeunes surtout, surtout les jeunes éduqués, mais euh, l'unique manière dans laquelle on peut se combattre avec cette situation, c'est vraiment de donner meilleures conditions de vie aux jeunes parce qu'on va se nulle part sentir mieux que chez nous. C'est normal dans notre pays où nous sommes nés, mais bien sûr que les jeunes, ils veulent trouver une meilleure place pour sa vie, de meilleures conditions pour les recherches ou de travail. Euh, J'espère qu'avec les... C'est pourquoi c'est important d'accélérer notre processus d'adhésion à l'Union européenne, vraiment de garantir et offrir
à tout le monde meilleures conditions de vie et d'avoir beaucoup plus économie qui serait beaucoup plus développée que ça. C'est voir que malgré cette situation, il y a de ceux qui rentrent dans le pays aussi parce qu'ils n'aiment plus être dans les trop grandes villes de l'Europe occidentale ou voilà, ils préfèrent rentrer chez nous, même si ce nombre n'est pas tellement grand comme celle qui part. Merci beaucoup. Je passe la parole à Roselyne Belpin, consul de Bolivie à Marseille. Merci. Oui, bonsoir. Je ne vois que Madame l'ambassadrice, donc je vous dis bonsoir. J'en profite pour dire bonsoir à mes collègues Bonsoir. que je ne vois pas. Alors, j'avais au départ une question de linguiste, puisque moi, je travaille pour les traducteurs au niveau parisien, du Comité national des traducteurs en France. Et il a fallu justement que je travaille pendant 2 années pour reclasser toutes les langues. Et les langues qui m'ont posé le plus de problèmes et qui m'ont fait travailler, qui me font encore souci aujourd'hui, me font rebondir sur ce que vient de nous annoncer Bertrand. Effectivement, les langues qui sont parlées dans votre pays paraissaient être les mêmes. Vous vous comprenez tous, vous arrivez à communiquer. À ce Oui, propos, je vous demandais comment vous oui, tout à exprimiez-vous fait. avec les changements de pouvoir qui ont l'air d'avoir une rotation assez fréquente. Mais moi, je tiens à vous dire que tous les gens de l'ex-Yougoslavie que nous trouvons en France, et ils sont très nombreux et très jeunes, sont très, très partisans de se faire représenter dans leurs langues respectives, à tel point que j'ai dû faire des codes différents pour le serbe, pour le croate, pour le bosnien. Et comme c'était souvent la même langue, puisque j'ai dû travailler dessus en interrogeant des experts plus pointus que moi, puisque moi, c'est l'espagnol, les gens sont venus, les gens de votre pays, sont venus exiger de l'État français d'avoir une représentation de leur langue, alors que à l'oral, c'est souvent la même. Hein, j'ai dû mettre des codes différents en prenant comme seul prétexte que les uns s'exprimaient en orthographe latine et que les autres s'exprimaient en cyrillique. Alors, si ces problèmes-là naissent déjà à l'étranger, en France en l'occurrence, dont je connais mieux la situation, comment ça va se passer chez vous? Parce que si déjà à l'extérieur de votre pays, les gens sont très partisans de n'être que représentés que comme croates, que comme bosniens ou que comme le reste, comme bosniens, comment faites-vous chez vous? Je pense qu'il faudrait peut-être que vous nous disiez si vous arrivez à vous mettre d'accord chez vous avant de vouloir nous proposer, nous, membres à l'extérieur de votre pays, une langue dans laquelle nous pourrions vous comprendre, qui soit une langue représentative de votre pays, et non pas ni en anglais ni en français, comme nous sommes obligés de le faire à présent. Bon, donc ça, c'est la question de la linguiste. On a une linguiste qui est distinguée. Moi, j'aime bien peut-être le plus cette question. Et j'aimerais bien d'avoir un des professeurs de linguiste de ma pays de vous mieux expliquer tout ça. Moi, je vais essayer de le faire, même si moi, je ne suis pas linguiste, mais je connais un peu. C'est une question qui est très importante pour moi parce que moi, je suis serbe. Inquiétante. Inquiétante, exactement. Et vous pouvez imaginer comment ça se passe dans notre pays. Donc, avant, dans la Yougoslavie, c'était la langue serbo-croate. Après, quand la Bosnie-Herzégovine a été créée, les musulmans de Bosnie-Herzégovine, ils ont créé une langue politique. Ils ont changé le nom et dit que ça, c'est bosnien. Ils avaient cette possibilité de le dire, mais si vous le demandez, quelles sont les différences entre les langues serbe ou le croate, il n'y a pas de la différence. Même les Croates, ils ont, après la guerre, inventé certains mots seulement de le changer de la langue serbe. Si nous regardons à l'histoire, moi je ne vais pas savoir comment vous expliquer historiquement comment ça s'est passé, mais la première langue qui était normée, c'était la langue serbe. Et après, la langue croate a accepté ces normatives de la langue serbe et est devenue très semblable parce qu'avant, les Croates ont parlé une autre langue qui était un peu plus différente.
Donc, quand on était dans le même pays, dans la Yougoslavie, on a accepté de le nommer serbo-croate. Et évidemment, avec l'apparition de nouveaux pays qui sont devenus de la Yougoslavie, ils avaient la volonté d'être différents, de le appeler différemment que le serbe. Aussi, vous allez avoir bientôt la langue monténégrine, qui est aussi devenue de la langue serbe, parce que ce sont des normes. C'est comme en Autriche, les Autrichiens disaient qu'ils parlaient autrichien et pas allemand. Donc, c'est vraiment un peu Nouvelle lettre inacceptable du pour nous, monténégrin. je dirais. Le Monténégrin Comment? est déjà reconnu en France, hein. Il fait Oui. partie de Oui. notre liste, justement. On a dû faire une 3e nomenclature pour cette langue. On en a 4. Oui, oui. Ok. Évidemment, donc pour moi, c'est très important d'avoir cette possibilité de dire que je parle langue serbe. Le fait que je vis en Bosnie-Herzégovine ne change pas ma nationalité, appartenance ethnique au peuple serbe, et de parler la langue serbe. Nous avons notre histoire comme le peuple qui vraiment a été dans cet espace depuis des mille de siècles. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous sommes venus et nous allons imposer quelque chose. Même l'apparition de différentes religions dans cet espace de Bosnie-Herzégovine s'est changé avec les années, avec les différentes influences. Il ne faut pas oublier qu'on était occupé par l'Empire ottoman pendant 4 siècles, qui sont donnés avec eux cet islam qui est commencé d'être de plus en plus nombreux, parce que la plupart des chrétiens orthodoxes ont été obligés de convertir en islam, et c'est comment ils ont commencé d'être de plus en plus nombreux. Et voilà, donc la situation ethnique a changé, religieuse aussi dans cet endroit, mais voilà, donc c'est pas facile. Je trouve que le plus important pour nous, c'est d'avoir respect, de respecter les autres, et voilà. Au niveau C'est de ça. l'Europe, comment allez-vous nous présenter la chose? Aussi, nous avons tous les 3 langues en Bosnie-Herzégovine. Ce sont des langues officielles: serbe, croate et bosniaque, ou bosnien. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou je pose la question finale? Pas d'autres questions dans le chat. Merci. Pas d'autres questions dans le chat? Bon, ben, Alors, alors, peut-être de mon côté, j'avais une question, ah ben, si vas-y, allez-y, il reste allez-y, encore allez-y. quelques minutes. Puisque, alors, j'ai découvert tout à l'heure, hein, mais en préparant un peu la réunion, mais que initialement, la République serbe de Bosnie prévoyait d'adopter, en tout cas, son Parlement négocier, enfin discuter, disons, la possibilité d'une loi analogue à celle adoptée la semaine dernière en Moldavie. Et le gouvernement a fait marche arrière, pardon, suite donc, à des discussions avec leurs homologues européens. Euh, Est-ce que vous percevez aussi, de ce point de vue-là, l'Union européenne comme une possibilité, voilà, disons, de résoudre certains différends, certains aussi aspects de la démocratie dans les 2 entités de la Bosnie-Herzégovine qui peuvent parfois, voilà, disons, restreindre les libertés individuelles ou en tout cas voilà, certains principes fondamentaux. Comment est-ce que vous percevez finalement l'influence de l'adhésion ici, au regard notamment de ce fait d'actualité, sur la démocratie en Bosnie-Herzégovine et dans les autres entités, pardon. Je ne suis pas sûre si j'ai bien complètement compris votre question, mais je vais essayer de répondre quand même. Pour nous, c'est très important de respecter le fait qu'en Bosnie-Herzégovine, existe 2 entités. L'entité République serbe, c'est l'unique garant pour le peuple serbe d'avoir la possibilité de préserver notre identité et que nous avons notre langue et voilà, toutes ces choses, et que nous n'allons pas être de nouveau prédominés par les autres, et voilà, qui vont changer notre histoire et notre identité avec imposement de différentes choses, parce que dans notre histoire, qui était vraiment tragique,
dans toutes les guerres mondiales, etc., on a souffert beaucoup et on ne veut pas répéter l'histoire. Quand il s'agit de respect de droits de l'homme, tout ça, bien sûr que l'entrée à l'Union européenne donne beaucoup plus de possibilités de nous respecter entre nous et je disais qu'au niveau de collaboration au niveau de l'économie et des autres domaines, ça fonctionne assez bien, sauf au niveau de la politique. Je ne sais pas à quoi vous précisément pensez quand vous pensez à République serbe. Je dirais que dans cette entité, tout fonctionne sans problème et que le gouvernement de République serbe a une hiérarchie qui est très bien organisée, mieux que le ministère des Affaires étrangères de Bosnie-Herzégovine, je vous garantis. Moi, maintenant, quand je suis ambassadeur de Bosnie-Herzégovine, je me confronte avec nombreux problèmes techniques de fonctionnement de cet ministère où la collaboration est très dure et très difficile, mais je ne vais pas aller dans ces détails. De l'autre côté, mon expérience en travaillant en République serbe, là, vous avez une organisation qui est semblable avec tous les autres pays et qui est adaptée avec tous les pays européens. Bien, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on est pile à l'heure. Il nous reste à vous remercier pour cet exposé et cette transparence qui a été la vôtre face à nos questions, qui étaient parfois pointues, mais c'est un tout petit peu le charme de nos rencontres. On est ravis de vous avoir accueillis et honorés d'avoir pu partager ce moment avec vous. Donc, on pourra retrouver cette visio sur notre site. On vous passera à tous le lien et surtout on le mettra sur le site. Voilà, il y a des messages de remerciements qui arrivent. Ce que je vous rappelle, c'est que la prochaine visio, elle est totalement différente. Ça sera le 19 juin prochain. Ça sera le général Michel Yakovlev, pas très optimiste, qui nous dit comment se prépare-t-on aux 20 ans de chaos qui nous arrivent. Donc autant vous dire que, voilà. Mais comme il le fera avec beaucoup d'humour, comme on le connaît, et ça fera passer à la question qui est tout à fait pertinente. Encore merci à tous, merci surtout à vous, Madame l'ambassadeur, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir éclairé sur votre pays pour en comprendre à la fois le fonctionnement et les enjeux en espérant que vous allez pouvoir faire sereinement ce long chemin vers nous, vers l'Union européenne. Merci à tous et à très bientôt. Merci, Présidente. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, Votre Excellence. Merci. Au revoir. Merci à tous. Merci, Marie. Excellente soirée à tous.